Le rôti était parfait. La mère de Rachel avait encore une fois fait des merveilles en cuisine. Éléonore souriait à travers la table comme si tout était parfait. Rachel passa la sauce à son père, engageant une petite conversation sur la boutique où elle était passée ce matin-là. Sa voix était douce comme du miel, parfaitement maîtrisée. Mais j'avais observé ses pouces toute la soirée. Rapide, anxieux. Texte après texte, glissant sous la table. Alors je demandai, Rachel, dis-je, tranchant dans le rôti. Qui est-ce que tu textais toujours ces jours-ci? Sa tête se redressa brusquement. Toute la pièce se figea. Excuse-moi, dit-elle, la voix tendue. Gérald s'arrêta de boire à mi-gorgée. Éléonore posa sa serviette sur ses genoux avec un souffle tremblant. L'air passa d'une hospitalité chaleureuse à quelque chose de cassant et bourdonnant comme un fil trop tendu. J'ai juste remarqué, continuai-je calmement. Ton téléphone est dans ta main depuis que nous sommes entrés. Curieux de savoir qui t'occupe autant. Rachel ne répondit pas. Au lieu de cela, elle me fixa, les yeux écarquillés comme si je venais de renverser la table. Puis elle claqua son téléphone sur la table. Le bruit crépita dans la pièce. Tu es incroyable, claqua-t-elle, la voix vive et tremblante. M'accuses-tu vraiment de quelque chose ici, à la table du dîner de mes parents? Je n'ai pas accusé, répondis-je fermement. J'ai demandé, ne joue pas à ce jeu passif-agressif avec moi, Brandon. Elle répliqua vivement. Tu es toujours en train de surveiller, toujours en train de juger. Peut-être si tu n'étais pas obsédé par le fait de suivre chacun de mes mouvements, nous n'aurions pas cette conversation. Je traque les schémas, dis-je. Et récemment, les tiens me crient dessus. Éléonore laissa échapper un faible « Rachel ». Mais Rachel l'ignora, se pencha en avant, la mâchoire serrée. Tu te prends pour un génie qui peut me psychanalyser devant ma famille. Tu penses que je cache quelque chose parce que je t'externe? Je pense que tu caches quelque chose, dis-je, la regardant droit dans les yeux maintenant. Et plus tu prétends le contraire, plus ça empire. Gérald s'éclaircit la gorge. Peut-être devrions-nous. Rachel se leva, les paumes à plat sur la table. Non, je ne vais pas supporter ces absurdités paranoïaques encore une fois. Je ne le ferai pas. Je levai une main. Pas fort, juste ferme. Assieds-toi et comporte-toi bien. Son souffle se coupa. Elle ne s'assit pas immédiatement. Son visage devint pâle, puis rouge. Éléonore semblait sur le point de s'évanouir. Brandon, dit Rachel, la voix tremblante maintenant. N'ose pas me parler comme ça. Tu as déjà fait pire, dis-je, en claquant ton téléphone sur la table comme une adolescente coupable devant tes parents. Le silence retomba, profond et étouffant. Du genre qui te rend conscient de chaque respiration. Je ne cache rien, murmura-t-elle, la voix se brisant. Tu es juste trop contrôlant. C'est pour ça que j'ai besoin d'espace parfois. Je me penchai lentement en arrière, mes yeux ne quittant jamais les siens. Alors peut-être que la prochaine fois, ne prends pas ton espace pour la table du dîner. Elle me fixa encore une seconde, furieuse mais prise au piège. Puis finalement, comme un ballon qui se dégonfle, elle s'affaissa sur sa chaise. La pièce ne respirait plus. Je passai la sauce à Gérald comme si de rien n'était. Monsieur, en voulez-vous encore? Sa main tremblait en la prenant. Et c'est ainsi que nous recommençâmes à manger. Du moins, certains d'entre nous. Mais les dégâts étaient déjà faits. Je le sentais dans le silence entre les bouchées, dans la main tremblante de Rachel sur sa fourchette, dans le sourire pincé d'Éléonore, essayant de faire semblant que tout allait bien. J'avais toujours été le plus stable. Coordinateur logistique pour une compagnie maritime. Ordre, clarté, timing. Notre vie à Charleston fonctionnait selon des routines. Jogging matinal, tasse assortie, week-end dans le jardin à tailler ses roses. Mais cette nuit-là, avec une question et une explosion, le rythme se brisa, et dessous, quelque chose de pourri commençait à apparaître. Il faisait calme dans la voiture sur le chemin du retour. Pas de musique, pas de petites conversations, juste le bruit des pneus roulants sur les rues familières de Charleston et les expirations brusques de Rachel alors qu'elle regardait par la fenêtre. Elle ne dit pas un mot jusqu'à ce que nous nous arrêtions dans l'allée de notre petite maison en briques, celle avec les volets bleus qu'elle avait peint elle-même le printemps dernier. La lumière du Porsche s'alluma automatiquement,
projetant de longues ombres sur les parterres de fleurs qu'elle avait passé des heures à tailler. Dès que la porte d'entrée se referma derrière nous, sa façade craqua. Brandon. Sa voix se brisa avant qu'elle ne puisse finir. Elle se tourna vers moi et je la vis. Des larmes glissant déjà sur ses joues. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas ce qui m'a prise. Je ne répondis pas. J'enlevai simplement mes chaussures comme je le faisais toujours. Calme et lentement. Rachel me suivit dans le salon, ses talons résonnant légèrement sur le parquet. « S'il te plaît, dis quelque chose, » murmura-t-elle. Je m'assis dans le fauteuil près de la cheminée. Elle resta là une seconde, les mains serrant l'ourlet de sa robe, puis traversa la pièce et s'agenouilla devant moi, ses bras autour de mon cou avant que je ne puisse réagir. « Je ne voulais pas t'embarrasser, » dit-elle, sa voix tremblant contre mon oreille. J'ai paniqué. Tu m'as fait sentir accusé. Je ne la pris pas dans mes bras. Ma main resta sur les accoudoirs, immobile et lourde. Elle se recula légèrement, me regardant avec des yeux rouges et humides. C'est juste un ami de la fac. C'est tout. Je le jure. Je la regardai. Alors pourquoi as-tu explosé? Rachel cligna durement des yeux. Parce que j'avais l'impression que tu ne me faisais pas confiance. Parce que je ne te fais pas confiance, dis-je, calme et égal. Elle tressaillit comme si je l'avais giflée. Mais avant qu'elle ne puisse sombrer, elle se releva soudainement et posa doucement ses mains sur mes épaules. Ses doigts bougèrent lentement au début, massant la tension qu'elle avait créée plus tôt. Je sais que j'ai merdé, murmura-t-elle. Je n'aurais pas dû faire de scène. Je ne réfléchissais pas. Ma mère avait l'air sur le point de s'évanouir. Tu m'as humilié, dis-je doucement. À sa table, elle hocha rapidement la tête, ravalant difficilement. Je sais. Je suis désolé. Ça n'arrivera plus jamais, Brandon. Je serai meilleur. Je le jure. Sa touche devint plus douce, plus lente, comme si elle pensait pouvoir lisser les dégâts. Tu ne me mens pas, dis-je, toujours imperturbable. Devant les gens. Et tu ne hausses plus la voix comme ça. Plus jamais. Compris? Rachel se figea, puis hocha la tête. Oui, j'ai compris. Elle se pencha de nouveau, pressant son front contre le mien. Je t'aime, murmura-t-elle. Je te jure que tu es le seul. Je restai immobile, la regardant, et pour la première fois depuis longtemps, je ne le lui dis pas en retour. J'attendis. Finalement, elle recula, essuya ses joues et força un petit sourire. Je vais te faire une camomille. Pour nous aider à dormir tous les deux. Je hochai la tête une fois. Elle disparut dans la cuisine et je restai assis dans ce fauteuil, fixant la porte d'entrée, écoutant ses mouvements, mémorisant chaque cliquetis de tasse, chaque changement dans sa respiration. Elle pensait que c'était fini. Mais quelque chose en moi s'était enclenché et ne s'éteindrait plus. Les jours qui suivirent semblèrent artificiels, comme vivre à l'intérieur d'un décor de théâtre. Tout ressemblait à notre vie, mais rien ne semblait réel. Rachel recommença à jouer l'épouse parfaite, se corrigeant à l'excès dans tous les domaines. Son téléphone, autrefois collé à sa main comme une bouée de sauvetage, vivait maintenant face contre terre sur le comptoir de la cuisine. Elle faisait semblant de l'ignorer. Brandon, m'appelait-elle un soir depuis la cuisine. Je te prépare tes crevettes et gruaux préférés. Tu veux la saucisse épicée dedans comme la dernière fois? J'ai hoché la tête depuis le salon. Oui, ça a l'air bon. Elle sourit comme si nous n'avions pas tout brisé. Chaque soir était une performance. Elle allumait une vieille sitcom pendant que nous mangions dans le salon, lançant des commentaires désinvoltes sur le travail, sur la nouvelle obsession de recettes d'Éléonore, sur une amie de son cours de yoga qui n'arrivait pas à empêcher son chien de manger le courrier. Mais c'était tout de la surface. Pas une seule fois elle n'évoqua la dispute du dîner. Pas une seule fois elle ne demanda si je la croyais. Ce silence en disait plus que n'importe quelle excuse. Un soir, je rentrais tard du port, longue réunion, retard sur une cargaison. Quand j'entrai, la maison sentait le romarin et le citron. Elle avait allumé des bougies. La table de la salle à manger était mise. De vraies serviettes en tissu soigneusement pliées, du vin versé dans les deux verres.
Elle se tenait dans l'embrasure de la cuisine dans un de ces pulls doux qu'elle savait que j'aimais. Elle sourit. Doux, large, répété. Je pensais faire quelque chose de spécial ce soir, dit-elle. Je regardai la table, puis elle. Pourquoi? Elle cligna des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire par pourquoi? Je veux dire, quelle est l'occasion? Son sourire vacilla. J'essaie juste. J'ai hoché lentement la tête. Bien. Le dîner était bon. Elle avait toujours été une bonne cuisinière, méthodique, précise. Elle le faisait paraître facile. Et pourtant, même avec chaque détail parfait, je n'ai rien pu goûter. Après, nous nous installâmes sur le canapé. Elle se blottit contre moi comme elle en avait l'habitude. Sa tête sur ma poitrine, ses doigts traçant des cercles distraits sur ma chemise. Je ne me détendis pas. Mon esprit resta vif, vigilant. Ce genre de chaleur. Ce n'était pas réel. C'était du camouflage. Quelques nuits plus tard, je saisis mon moment. Elle était à nouveau dans la cuisine, debout près du comptoir, son téléphone posé avec une vidéo de recettes jouant. Elle tapa son code. Rapide, naturel. Je l'ai attrapé. 5 chiffres. Un 9972. Je tournai la tête comme si je ne regardais pas. Elle versa de l'huile d'olive dans une poêle, demanda, « Tu peux aller chercher le sel dans le garde-manger ?» Bien sûr, j'arrive. Normal, mais j'avais déjà mémorisé le code. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait à côté de moi, respirant doucement et lentement, je restais allongé les yeux ouverts. Mon corps était au lit, mais mon esprit était retourné dans la cuisine, remontant ce moment encore et encore. Le déverrouillage, les chiffres, la facilité avec laquelle elle l'avait fait. Quelque chose en moi murmurait que tout ce spectacle, la cuisine, les soirées télé douillettes, la soudaine performance de livres ouverts, ce n'était pas un retour à la normale. C'était une distraction, une couverture. Et maintenant j'avais la clé. La maison était silencieuse à 2h03 du matin. Les chiens étaient blottis au pied du lit. Rachel respirait régulièrement sous la couette à côté de moi. Je suis resté là, les yeux ouverts, le cœur battant fort. Je me glissais hors du lit comme un voleur, pieds nus, prudent, retenant mon souffle sur la vieille planche du plancher près de la commode pour ne pas craquer. Je pris son téléphone sur la table de nuit sans faire de bruit. Elle ne bougea pas. Dans la salle de bain du couloir, je fermai la porte doucement et lentement. Je n'allumai pas la lumière du plafond. J'allumai juste la lumière de la vanité au-dessus du miroir, un jaune terne, juste assez pour voir. Je m'assis sur le sol, le carrelage froid sous moi, et fixai l'écran. Ce code à 5 chiffres gravé dans mon esprit. Je le tapais, un 9972. Déverrouillé. Ma gorge se dessécha. C'était le moment, celui d'où je ne pourrais pas revenir. J'ouvris ces messages, pas les contacts habituels, pas les discussions de groupe. J'allais directement au fil de discussion deuxième en partant du haut où le nom avait été supprimé. Pas d'initiale, juste une silhouette grise vide et un numéro sans contact enregistré. Et puis je les vis, les messages tous alignés en jolies petites bulles bleues et grises. Chacun sapant tout ce que je pensais savoir. Tu étais superbe aujourd'hui. Je sens encore ton parfum sur ma veste. Si on vend la maison bientôt, on peut être dans l'avion avant le printemps. J'ai rêvé de la vue de ce balcon à Barcelone. Je déteste faire semblant. Chaque fois que je suis assise en face de lui, j'ai envie de hurler. Et puis ce raton laveur en smoking avait plus d'assurance que nous en nous cachant. Ah! Cette ligne m'arrêta. Un raton laveur en smoking. L'image était ridicule, surréaliste. Mais ce qui me glaça, ce fut le confort derrière. La blague entre eux. Le genre que les gens ne partagent que lorsqu'ils pensent que personne d'autre ne le lira jamais. Mon pouce plana au-dessus de l'écran. Je fis défiler plus loin. Des semaines de messages. Flirt, plainte, plans, parfois poétiques, parfois crus, mais toujours intimes. Tu es la seule avec qui je me sens vivant. Il ne se doute de rien. Je peux faire semblant encore un peu. J'ai déjà vérifié combien la maison pourrait se vendre. Nous trouverons les papiers une fois à l'étranger. Il prévoyait de partir, pas seulement de se cacher, pas seulement de flirter derrière mon dos, mais de déraciner,
de disparaître, de vendre notre maison, de s'évanouir dans une vie de rêve estampillée de passeports. Je regardais à nouveau le numéro. Pas de nom, pas de photo, juste ce fantôme. Chaleureux, intelligent, enveloppant les mots de ma femme comme s'ils allaient ensemble. Je fermais le fil de discussion, allais dans sa galerie de photos. Rien. Elle avait tout nettoyé, tout supprimé. Aucune image enregistrée, aucune capture d'écran, juste des albums vides avec des titres comme Jardin de printemps et recettes. Intentionnel. Je posais le téléphone sur le bord de la baignoire, mon cœur toujours battant la chamade. Je penchais la tête en arrière contre la porte de l'armoire derrière moi. Elle était allongée à côté de moi chaque nuit, fredonnant en cuisinant, riant au sitcom. Elle ne regardait pas vraiment. Pendant ce temps, elle complotait une évasion comme si nous étions un roman tragique attendant la dernière page. Et je ne connaissais même pas son nom, mais j'en savais assez. Je pris le téléphone, le verrouillai, et retournai en rampant dans la chambre, le glissant à nouveau sur sa table de nuit, au même angle exact qu'avant. Je me glissai sous la couverture, tournai mon corps loin du sien. Elle remua légèrement, murmura quelque chose de doux dans son sommeil, et tendit la main, sa main effleurant mon dos. Je ne bougeais pas parce que maintenant, je ne faisais pas que regarder. J'étais en chasse. Ce samedi-là, Rachel insista pour que nous allions. C'est juste quelque chose de décontracté, dit-elle, debout près du miroir du couloir, ajustant ses boucles d'oreilles. Jean organise ça pour l'anniversaire de sa sœur. Rien de dramatique. Jen, la meilleure amie de Rachel depuis la fac, vivait à 5 pâtés de maison avec son mari, Grégoire, un conseiller fiscal qui portait des mocassins même en hiver et aimait être le plus bruyant dans n'importe quel rassemblement. Rachel tripota ses cheveux, les lissant comme si elle avait peur que le vent ne ruine son histoire. Je hochai légèrement la tête. Ça a l'air amusant. Elle me regarda dans le miroir. On n'a pas besoin de rester longtemps. Juste faire acte de présence. Oui, bien sûr. Nous arrivâmes vers 19h. Leur jardin arrière était décoré de lumière dorée douce, et l'odeur de maïs grillé et de charbon de bois flottait dans l'air. Des chaises pliantes entouraient le foyer. Des verres s'entrechoquaient dans des gobelets en plastique, et quelqu'un argumentait déjà sur le football près de la glacière. Rachel se fondit facilement dans la masse, dérivant vers Jean avec une aisance pratiquée, riant trop fort de quelque chose que je n'avais pas saisi. Je restais en retrait, une bière à la main, engageant des conversations polies avec un voisin ou deux. Tout en gardant mes yeux fixés sur elle de l'autre côté du jardin. Elle était détendue mais pas trop détendue. Souriante mais pas avec tout son visage. Cette légèreté forcée que les gens utilisent lorsqu'ils gèrent une situation. C'était ce qu'elle faisait, me gérer. Grégoire arriva 20 minutes plus tard, tenant un plateau de travers de porc et commandant tout le pont avec sa présence habituellement tonitruante. Regardez cette foule, aboya Théil. On croirait que quelqu'un donne des réductions d'impôts gratuites. Tout le monde rit. Rachel gloussa aussi. Léger, en sécurité. Rien ne sortit jusqu'à ce que Grégoire le dise. Il racontait une histoire aléatoire sur un mariage auquel il avait assisté dans les montagnes. Quelque chose à propos de raton laveur qui s'était introduit dans la tente de traiteur. Et puis il la laissa tomber. Et là, c'était. Je jure devant Dieu, ce raton laveur était assis là avec une attitude de smoking complète. Petite patte rentrée comme s'il était chez lui. Il fit une pause, les yeux écarquillés. J'ai dit à Jen que cette chose avait plus de confiance que moi à notre propre mariage. Des rires éclatèrent instantanément. Les gens se tordaient, se frappant les cuisses. Quelqu'un renversa du vin. Même Jean laissa échapper un halètement dramatique. Je ne riais pas. Rachel non plus. Je regardais de son côté. Son sourire avait disparu. Son verre de vin flottait à mi-chemin de ses lèvres. Ses doigts serraient la tige comme si elle allait se briser. Nos regards se croisèrent à travers la pelouse juste une seconde, et elle sut que j'avais entendu. La blague exacte, mot pour mot, et l'homme qui la racontait se tenait à 3 mètres de moi. Grégoire. Elle détourna rapidement le regard, faisant semblant d'écouter Jean parler de quelque chose dans la cuisine. Je pris une gorgée de bière et forçai un sourire à un voisin qui commençait à me parler des allergies de son chien, mais je n'écoutais plus. Je connectais les points. Cette nuit-là,
Rachel essaya d'avoir une petite conversation sur le chemin du retour, commentant la nourriture, la musique, les voisins. J'ai hoché la tête en acquiesçant. Dès qu'elle monta se doucher, j'entrai dans mon bureau et sortis mon ordinateur portable. Je ne perdis pas de temps. Je tapai détective privé Charleston, Caroline du Sud dans la barre de recherche, cliquai sur le premier nom avec de bonnes critiques, et remplis un formulaire de contact rapide. Information de base, suspicion d'infidélité, demande de surveillance discrète. 5 minutes plus tard, mon téléphone vibra. Un numéro local. Monsieur Walsh, dit l'homme, calme et efficace. Mon nom est Clint. J'ai reçu votre formulaire. Voulez-vous parler des détails? Je fermai la porte et m'enfonçai dans le fauteuil. Oui, je veux des preuves, des photos, des textos si possible. Je pense qu'elle prépare quelque chose, peut-être avec un homme nommé Grégoire. Il y eut une pause. D'accord, Clint, dit-il. Découvrons ce qu'elle cache. Je lui donnai les bases. Sa routine, la voiture qu'elle conduisait, le jour où elle avait rencontré Jen, comment Grégoire semblait toujours dans les parages. Clint demanda une photo et j'envoyai une photo de Rachel souriante dans notre jardin lors du 4 juillet dernier, tenant une cierge magique. L'ironie me frappa plus fort que prévu. Après l'appel, je sortis. Le ciel était bleu nuit profond, les étoiles commençaient à scintiller au-dessus. Les lucioles éclairaient le jardin par impulsion lente comme si l'herbe respirait. Je m'assis sur les marches du porche, les mains jointes. Il n'y avait plus de suppositions maintenant. Je ne criais pas. Je n'affrontais pas. J'étais déjà au-delà de ça. Maintenant, je construisais quelque chose auquel elle ne pourrait pas échapper par la parole. Il pleuvait quand cela arriva. Le genre de bruine douce et constante qui rendait toute la maison plus lourde. Les chiens étaient blottis près de la fenêtre, leur queue frétillant dans leur sommeil. L'odeur du café persistait de ce matin, mais la chaleur dans la cuisine avait disparu depuis longtemps. Rachel se tenait près de l'évier. Tournée vers moi. Elle n'avait pas beaucoup parlé de la journée. Pas de douceur soudaine, pas de plaisanterie sur les plans du dîner, juste le silence, délibéré, morose. Le genre de calme qui signifie que quelque chose arrive. Je m'appuyai contre l'embrasure de la cuisine, la regardant. La tension dans ses épaules, la façon dont ses doigts agrippaient le bord du comptoir comme si elle avait besoin de rester debout. Puis elle se retourna. Son visage était barré de larmes. Pas de maquillage, pas d'acte, juste des yeux rouges, et ce regard creux qu'elle ne portait que lorsque les choses n'allaient pas dans son sens. « Je ne peux plus faire ça », dit-elle doucement. Je ne parlais pas. Je voulais voir où elle irait. Rachel déglutit difficilement, clignant rapidement des yeux. J'ai essayé de tenir le coup, mais ça ne marche pas. Nous ne fonctionnons pas. Je ne dis toujours rien. Elle s'approcha de moi, les bras mous le long du corps. Je pense que nous devrions nous séparer. Juste le faire tranquillement. Sans histoire. Partager 50-50e. Laisser le tribunal s'en occuper. Tu peux garder la maison si tu veux. Je veux juste la paix. Je levai légèrement le menton. Tu veux divorcer? Elle hocha la tête, essuyant son nez avec sa manche. Je pense que c'est la chose la plus saine. On peut éviter de se blesser davantage. On n'a pas besoin de se faire la guerre pour ça. Je l'étudiais. Ses yeux fouillaient les miens comme si elle attendait une réaction. Colère, cri, peut-être même supplication. Mais tout ce que je lui offris fut l'immobilité. J'accepte de laisser le tribunal régler ça, dis-je clairement. Elle cligna des yeux une seule fois. Mais dans ce clignement, tout son visage changea comme si elle était entrée dans la pièce s'attendant à diriger et réalisant soudain qu'elle ne savait même pas où se trouvait le sol. « Tu ne vas pas te battre contre moi ?» demanda-t-elle. « Non. » Sa lèvre tressaillit. « Alors, ça te va ?» Je ne répondis pas parce que, honnêtement, ça ne m'allait pas. Pas parce que je la voulais de retour, mais parce qu'elle pensait pouvoir s'en tirer proprement, diviser les biens, naviguer vers la nouvelle vie bidon qu'elle avait promise à Grégoire dans leur texto. Comme si elle ne m'avait pas éventré notre vie derrière mon dos. Je laisserai le tribunal s'occuper de tout, répétai-je, en passant devant elle vers le réfrigérateur. Quoi qu'il décide, il décide. Elle resta figée au milieu de la cuisine.
Je pouvais sentir ses yeux dans mon dos, attendant plus, essayant de lire entre les lignes. Mais je ne lui donnais rien à lire. Elle voulait du net. Elle voulait la paix. Ce n'était pas comme ça que ça allait se passer. Pendant que nous continuons, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines parties. L'enveloppe était simple, épaisse et sans marque, glissée proprement dans la boîte aux lettres comme si ce n'était qu'un autre bout de courrier indésirable oublié. Mais je sus ce que c'était au moment où je la vis. Je la rentrai sans l'ouvrir. M'assis à la table de la cuisine avec une nouvelle tasse de café, laissant le son de la pluie tambouriner régulièrement contre la vitre. Rachel était encore à l'étage, probablement en train de faire la grasse matinée, convaincue d'avoir porté son coup final hier avec cette suggestion de divorce calme et composé. Elle n'avait aucune idée de ce qui venait d'arriver à notre porte. J'ouvris l'enveloppe avec les mêmes mains fermes que j'utilisais pour découper le rôti à la table de ses parents. Méthodique, contrôlé. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des dizaines d'entre elles imprimées en couleur glacée avec des dates et des horodatages estampillés. Rachel et Grégoire ensemble. Une photo les montrait appuyés contre une berline noire garée devant un motel au bord du lac à environ 1 heure au nord de Charleston. Il avait une main sur la portière, l'autre sur sa taille. Sa tête penchée en arrière, riant de quelque chose qu'il disait. Un autre jour, d'autres vêtements. Les captura marchant dans le marché du centre-ville, leurs bras se frôlant, leurs mains se liant brièvement avant qu'elle ne range les siennes dans son manteau comme si elle savait qu'il ne fallait pas être trop évident. Elle savait mieux, mais pas assez. Il y avait des clichés d'eux dans le même café, à 2 villes de distance, assis dans le coin le plus éloigné comme des lycéens manquant les cours. Une photo d'elle posant sa main sur sa cuisse sous la table, une de lui touchant ses cheveux. Il n'était pas prudent. Clint avait fait son travail. Je parcourus chaque photo lentement. Sans cligner des yeux. Sans respirer fort. Je ne ressentis rien vraiment. Juste un froid s'installant comme si la maison avait chuté de 10 degrés. J'avais suspecté cela pendant des semaines, peut-être des mois. Je n'avais pas besoin de voir ces images pour le croire. Mais j'en avais besoin parce que ce n'était plus une question de sentiment. C'était une question de faits, de preuves, de stratégie. Rachel pensait qu'elle s'en tirerait sans tâche, diviserait les biens, naviguerait vers la nouvelle vie bidon qu'elle avait promise à Grégoire dans leur texto. Mais maintenant, je tenais l'allumette, et je savais exactement où frapper. Cet après-midi-là, je fis des copies, propres, organisées, précises. Je glissai les originaux dans un dossier étiqueté dossier financier, le plaçai sur l'étagère supérieure de l'armoire de mon bureau où je gardais les documents fiscaux, juste au cas où. Puis je me mis au travail. Je rédigeai un Nouveau Testament. J'envoyai un courriel à mon avocat qui s'occupait de la succession de mon regretté oncle et qui me devait une faveur. J'envoyai un message à Clint pour lui demander une dernière mission, suivre Grégoire, découvrir s'il prévoyait de quitter Leia, sa femme, ou s'il ne faisait que retenir Rachel. Au coucher du soleil, je me tenais sur la terrasse arrière. Le jardin était encore teinté d'or par les lumières se glissant derrière les arbres. Les lucioles clignotaient paresseusement à travers l'herbe. Les chiens marchaient tranquillement à mes pieds. Rachel sortit quelques minutes plus tard. Un verre de vin à la main, les yeux fatigués mais curieux. « Tu as été silencieux aujourd'hui, dit-elle doucement. Je la regardai, l'étudiai. J'ai eu beaucoup à penser, répondis-je. Elle s'approcha à côté de moi, son épaule frôlant la mienne. Je pense que nous faisons la bonne chose, en mettant fin à ça avant que ça ne devienne plus laid. Je laissai échapper un lent souffle et hochai la tête une fois. Tu as peut-être raison. Elle sourit légèrement, prit une gorgée, et se tourna pour rentrer. Mais avant qu'elle ne franchisse le seuil, elle se retourna vers moi. Ça va? Je lui offris le même sourire doux et facile qu'elle m'avait utilisé pendant des semaines. Oui, dis-je. Je vais bien. Elle hocha la tête et disparut dans la maison. Je restai là, regardant le ciel passer de l'orange à l'ambre, puis au violet profond. Ce n'était pas de la rage que je ressentais. C'était quelque chose de beaucoup plus froid. Enfin, la nuit avait cette chaleur collante du sud qui s'accrochait à votre chemise et faisait transpirer chaque verre avant même qu'il ne touche la table. Le repas partage était déjà en pleine effervescence lorsque Rachel et moi arrivâmes. Des lanternes en papier se balançaient au-dessus de tables pliantes empilées de casseroles, de mimosas et de barres au citron saupoudrés de sucre glace. Les voisins riaient en petits cercles.
Les enfants couraient entre les chaises de jardin, traînant des bulles et des bâtons lumineux. Rachel marchait à côté de moi comme si rien n'allait arriver. Polie, les pieds légers, souriante, ce sourire subtil et innocent. Le même qu'elle utilisait lorsqu'elle racontait des mensonges qui ne ressemblaient pas du tout à des mensonges. Nous nous mêlâmes, parlâmes avec quelques visages familiers. Je gardai un ton égal, mon sourire stable. Elle ne remarqua pas l'enflure en forme d'enveloppe dans la poche intérieure de ma veste, mais moi, je remarquai tout. Environ à mi-soirée, nous nous retrouvâmes à une des tables de pique-nique nichées sous un chêne massif. Grégoire et Léa étaient déjà là. Grégoire ressemblait à quelqu'un qui avait quelque chose à cacher et qui prétendait trop fort ne pas l'avoir. Léa, en revanche, ressemblait à une femme qui savait exactement ce qui allait se passer et voulait une place au premier rang. Rachel s'assit à côté de moi. Sa main dériva brièvement sous la table et me glissa quelque chose. Une fine enveloppe de papier manille. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce que c'était. Des papiers de divorce. Pas de mots, pas de contact visuel, juste cette enveloppe. Passée discrètement comme une salière. Grégoire bougea sur sa chaise, essayant de ne pas avoir l'air mal à l'aise. Léa sourit. « Vous avez aussi reçu le paquet surprise ?» demanda-t-elle, les yeux rivés sur moi. Je souris légèrement et levai mon verre. « Oh, je l'ai reçu. Ne vous inquiétez pas. » Elle se pencha un peu, sa voix basse et amusée. « Ne demande pas pourquoi, n'est-ce pas ?» Je posai doucement ma tasse, tendis la main dans ma veste, et sortis un dossier, le plaçai juste au centre de la table. Les yeux de Grégoire se plissèrent. Rachel se raidit à côté de moi, sa prise sur son verre se resserrant. Elle ne parla pas. J'ouvris le dossier lentement. Les photos en sortirent en couleur nette et glacée. Une par une, je les disposai sur la table. Rachel et Grégoire. Le motel en centre-ville. Cette main sur sa taille. Ce rire. Cette connexion qu'il pensait que personne ne verrait jamais. Des halètements éclatèrent de l'autre côté de la table. Un voisin à proximité s'arrêta à mi-bouchée, se penchant pour voir ce qui avait causé le silence soudain. Léa tendit lentement la main et ramassa la photo du dessus. L'étudia. Pas choquée, juste en train de confirmer. Puis elle se tourna vers Rachel avec un sourire qui pouvait couper le verre. L'Europe, hein, dit-elle sèchement. Rachel ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Grégoire se pencha. Brandon, n'en fais pas trop, dis-je sèchement. Vous avez déjà dit bien assez dans ces textos. Rachel me regarda alors, me regarda vraiment. Son visage pâlit comme si elle réalisait soudain qu'elle était entrée dans une pièce où toutes les portes avaient déjà été verrouillées de l'extérieur. Les voix commencèrent à monter. Les chaises raclèrent. Les murmures se propagèrent comme un feu de paille. Grégoire se leva, reculant de la table. Léa ne broncha pas. Rachel resta assise, complètement immobile, à part sa main tremblante autour de ce verre intact. Le repas partage devint silencieux un instant. Juste le bourdonnement des cigales et le léger cliquetis des fourchettes abandonnées à mi-bouchée, puis le chaos. Les gens murmurèrent, certains s'éloignèrent, certains se penchèrent plus près. Je restai assis là, calme dans l'œil du cyclone que j'avais construit. Les laisser tous voir. La laisser regarder cela se dénouer. Il était presque minuit quand nous rentrâmes. Le trajet du retour fut silencieux, à part le ronronnement discret du moteur et le clic occasionnel du clignotant. Rachel était assise rigide sur le siège passager. Les bras croisés sur son estomac comme si elle se retenait de l'intérieur. Elle ne dit pas un mot. Moi non plus. La maison était sombre quand nous entrâmes. Juste la lueur faible des lumières du porche se déversant à travers les fenêtres, accrochant les bords des cadres de photos et des meubles que nous avions choisis ensemble il y a des années. Quand tout cela semblait encore réel. Elle resta dans le couloir un long moment pendant que je passais devant elle et entrais dans la cuisine. Je pris une bière au réfrigérateur et dévissai le bouchon avec des doigts lents et habitués. Rachel entra un instant plus tard, pieds nus, les larmes menaçant déjà derrière ses yeux. « Brandon » murmura-t-elle. Je ne l'ai pas regardé. « Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin », dit-elle, la voix se brisant. Ça a commencé bêtement, inoffensif, juste parler. Je pris une longue gorgée de bière. Le gaz carbonique frappa l'arrière de ma gorge, vif et propre.
Elle se rapprocha, sa respiration se coupant. Ce n'était pas à propos de lui. Pas vraiment. J'étais seul. Mon Dieu, je ne sais même pas ce que je faisais. J'étais stupide. Si stupide. Je ne dis toujours rien. J'ai tout gâché. Elle sanglota. Je sais ça. Je sais que je l'ai fait. Et je le regretterai chaque jour de ma vie. Elle s'effondra à genoux sur le carrelage, le poids de tout la faisant finalement tomber. Je ne veux pas divorcer, sanglota TL. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Nous avons traversé pire, n'est-ce pas? Je me retournai alors, la vie recroquevillée sur le sol, les bras enroulés autour d'elle comme un enfant, le visage rouge et taché de pleurs. La même femme qui m'avait passé des papiers de divorce en silence la nuit précédente. La même femme qui avait prévu de disparaître à l'étranger avec un autre homme comme si j'étais juste un fil lâche qu'elle pouvait couper. Maintenant, elle rampait vers moi. Je ferai n'importe quoi, murmura-t-elle. Thérapie, honnêteté, peu importe ce qu'il faut. Tu es mon mari. Tu es ma maison. Je posai la bière délicatement sur le comptoir et m'accroupis à son niveau. Elle tendit la main vers moi, désespérée de combler la distance, mais je ne la laissai pas faire. Je pointai simplement vers les escaliers. Va faire tes valises, dis-je doucement. Ses lèvres s'ouvrirent, tremblantes. Quoi? Fais tes valises, Rachel. Elle secoua la tête comme si j'avais mal compris sa supplique. Non, Brandon, je t'en prie. Tu as jusqu'à ce matin. Elle me fixa. Sa poitrine se soulevant et s'abaissant par saccades irrégulières comme si l'air lui-même s'était retourné contre elle. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je me levai, pris la télécommande et marchai dans le salon. La télévision s'alluma avec un faible bourdonnement. Moment fort de baseball, home run, foule applaudissant derrière moi. Elle éclata en sanglots, maintenant. Le genre qui venait de quelque part de profond, de moche et d'incontrôlable. Mais je ne regardai pas en arrière. Je m'assis, ouvris la deuxième bière et m'adossai au canapé comme si c'était n'importe quelle autre nuit. Le bruit de ses pleurs remplissait l'espace entre les murs. Les chiens ne bougèrent pas. Toute la maison se contenta d'écouter. Pendant des années, j'avais laissé le bénéfice du doute. Pendant des mois, je lui avais donné la chance de se confesser. Ce soir, je lui donnai la porte, et elle savait enfin pleinement que je ne bluffais pas. La justice ne rugit pas toujours. Parfois, ce n'est que le son d'un homme qui ne répond pas. Le divorce se régla plus vite que prévu. Rachel avait dû penser qu'elle pourrait encore charmer son chemin à travers le tribunal, peut-être attirer la sympathie d'un juge, se peindre comme une femme négligée émotionnellement, ou prise dans un moment de faiblesse. Mais au moment où ces photos sortirent, le tribunal n'eut pas besoin de beaucoup de persuasion. Le juge vit clair en elle. Mon avocat exposa les faits clairement. L'affaire, les plans, la tromperie. La demande soudaine de Rachel pour un partage 50-50e s'effondra sous le poids des preuves. Même sa tentative de se présenter comme la victime tomba à plat une fois que la chronologie fut révélée, textos, photos, reçus de motel. Le tribunal m'accorda tous les droits sur la maison. Rachel sortit avec son nom rayé de l'acte de propriété, un petit virement bancaire à son nom, et une date d'audience pour un examen final des biens qu'elle n'avait pas correctement divulgués. Pas de pension alimentaire mensuelle, pas de biens communs, pas de faille, juste une coupure nette, et pas celle qu'elle voulait. Grégoire, pendant ce temps, disparut comme de la fumée. La rumeur disait qu'il avait vendu sa maison au milieu de la nuit. Un acheteur en espèces, sans poser de questions. Une semaine plus tard, il était parti. En Europe, soi-disant, peut-être en France, peut-être en Belgique. Personne ne savait avec certitude. Il n'avait même pas dit au revoir à Leia. Il laissa une note sur le comptoir de la cuisine. 5 mots écrits à la main. Je ne peux pas arranger ça. Désolé. Leia la trouva et jeta ses vêtements dans un brasier cette même nuit. Les gens disaient que les flammes montaient comme de l'essence. Elle ne pleura pas. Elle resta juste là à fixer le feu comme s'il lui devait quelque chose. Rachel essaya de l'appeler une fois, peut-être deux. Pas de réponse. Puis elle cessa d'essayer. Elle alla s'écraser chez Jen pendant un moment. Dormit sur le canapé. Ressemblait à un fantôme d'elle-même.
Pas de fond de teint, pas de brillant à lèvres, juste des sweats à capuche et des excuses. Finalement, Jean lui demanda de partir. Et soudain, elle n'avait nulle part où aller. Pas de mari, pas d'amant, pas de plan. Elle m'envoya un dernier message, un long courriel plein de regrets doux et de souvenirs flous, prétendant que nous pouvions encore trouver quelque chose dans les cendres. Je ne répondis pas. Je l'archivai sans l'ouvrir parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà en train d'avancer. La maison était à nouveau calme, paisible. Les chiens dormaient toute la nuit sans marcher. Le café restait chaud plus longtemps. Le silence n'oppressait pas. Il respirait. Les voisins qui chuchotaient autrefois derrière les haies les saluaient maintenant depuis les allées. Certains vinrent même dire « Bien joué pour toi » à voix basse, comme s'ils ne voulaient pas célébrer trop fort. Mais ils comprenaient. J'ai gardé ma maison, mon nom, ma dignité. Elle avait tout misé sur un homme qui n'avait même pas attendu pour elle au portail. Et maintenant, il ne lui restait que le silence. Je n'avais pas pitié d'elle. Pas parce que j'étais sans cœur, mais parce que certaines conséquences ne sont pas des punitions. Elles sont le coût des choix faits dans l'obscurité. 3 mois passèrent. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste des jours lents et des matinées douces, comme si le monde avait décidé de se calmer avec moi. Je commençais à aller dans un petit café près du port les samedis. Le genre avec des menus écrits à la main et de la guitare acoustique en arrière-plan. Il connaissait ma commande avant même que je ne la prononce. Café noir, sans sucre, même box près de la fenêtre. C'est là que j'ai rencontré Émilie. Elle était assise seule la première fois que je la vis. Des lunettes glissant sur son nez, un roman de poche ouvert dans une main, et un muffin à moitié mangé dans l'autre. Elle avait l'air paisible, authentique, comme si elle ne se précipitait nulle part. Nous avons engagé une conversation à propos de la crème renversée. Littéralement, j'ai renversé le petit pot au moment où je m'asseyais, et elle a ri avant que je puisse m'excuser. Pas de souci, sourit-elle. Tu n'es pas le premier gars à perdre une bataille contre le lait. Je lui rendis son sourire. C'était le premier vrai sourire que j'avais ressenti depuis des mois. Il s'avéra qu'elle était enseignante en 3e année. Vivait à proximité. Aimait les vieux livres et les jeux de mots stupides. Elle n'a pas demandé mon passé. Pas tout de suite. Parlait juste comme si c'était normal d'être exactement là où nous étions. Sans précipitation. Nous avons commencé à nous rencontrer intentionnellement après cela. Les samedis matins se transformèrent en promenade du mardi. De longues conversations sur rien. Des silences confortables. Pas de jeu. Un après-midi, j'ai finalement demandé « Ça te dirait d'aller dîner un de ces jours ?» Émilie inclina la tête, pensive. « Tu veux dire comme un vrai rendez-vous ?» « Oui, dis-je. »« Un vrai. » Elle sourit, fouilla dans son sac et sortit son téléphone. « Tiens, dit-elle, me le tendant déverrouillé. Mets ton numéro. » Je haussai un sourcil. Pas de mot de passe. Elle haussa les épaules. Je ne cache rien aux gens en qui j'ai confiance. C'était simple, direct, sans complication. J'entrai mon numéro, lui rendis le téléphone. Puis je sortis mon téléphone, ouvris les réglages, et supprimai mon propre code d'écran de verrouillage. Émilie le remarqua. « Tu n'es pas obligé de faire ça. » Je la regardai. « Non, dis-je, mais je veux le faire. » Elle sourit. Petit, chaleureux, le genre de sourire qui n'essayait pas de gagner quoi que ce soit. Nous n'avons pas parlé du passé ce jour-là. Nous n'en avions pas besoin. Certaines personnes entrent dans votre vie comme des tempêtes. D'autres entrent comme le premier matin après l'une d'elles. Et c'est la fin de mon histoire. Mais je continue de penser à Leia. Comment elle est restée là calmement quand la vérité est sortie. N'a pas crié, n'a pas pleuré, a juste fixé Rachel comme si elle avait déjà lâché prise. Elle n'a jamais essayé de courir après Grégoire, n'a jamais demandé qu'il reste. Dites-moi honnêtement, Leia a-t-elle fait ce qu'il fallait? Ou auriez-vous fait quelque chose de différent à sa place? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Je lirai. Et, si cette histoire vous a touché quelque part au plus profond, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Il y en a d'autres qui arrivent.